Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 9h30 et c'est l'heure du réveil digital d'Engie. Je suis Gilles Fontaine du magazine Challenge et ravi d'être avec vous pour une heure de discussion très tech, mais pas que, car ce matin, nous discutons beaucoup potentiel humain. Nous nous intéressons à cet art très subtil du recrutement de talents digitaux. Alors, c'est depuis longtemps un enjeu très stratégique, un enjeu majeur pour les entreprises, quel que soit d'ailleurs leur domaine d'activité. Il prend évidemment une dimension toute particulière avec cette crise sanitaire que nous traversons. Comment attirer les profils, ces profils très particuliers, et les garder, l'engagement vert, green, écologiste, pardon, appelons-le comme on veut. Et ben, cet argument vert est-il un argument choc pour les recruteurs? Pour répondre à ces questions, une start-up, un géant de l'Internet, un groupe du CAC 40, Olivier Binet est président et fondateur de Carrosse, Fabien Viau, directeur développement des data centers et énergie pour Google en Europe, Rosietta Plante est responsable développement RH d'Engie GBS. Mais pour commencer, j'invite Jean-Luc Coinon à me retrouver sur scène. Jean-Luc Coinon est executive partner au cabinet Gartner et on le connaît bien, Jean-Luc, il est un invité régulier de nos rendez-vous NJ, de nos petits, je le vois apparaître. Voilà, hop, il est là avec moi comme par magie de la technologie. Vous avez vu ça, Jean-Luc? Vous voilà à mes côtés. Jean-Luc, cette fois, vous avez bien creusé cette question du green geek, le geek qui s'intéresse au vert. Alors, c'est un petit peu surprenant d'ailleurs cette juxtaposition des deux mots parce que justement, on accuse, et on reviendra, on suspecte tous les grands groupes de tech aujourd'hui d'être finalement un petit peu énergivores et finalement pas très friendly, pour utiliser du bon français. Eric Orsena me reprendra en fin de parcours. D'ailleurs, j'avais oublié de mentionner la présence évidemment d'Eric pour ceux qui connaissent ce rendez-vous qui clôturera notre petite heure de conversation, évidemment. Jean-Luc, à quoi ressemblent ces green geeks, comme vous les appelez vous-même, et en fouillant un petit peu dans toutes vos données, dans votre montagne de données, quelle conclusion est-ce que vous pouvez sur quelle piste vous pouvez nous orienter? Bonjour Gilles, à tous, tout d'abord, content de vous retrouver, même si c'est dans des conditions un peu à distance. La dernière fois effectivement qu'on s'est parlé, j'avais la chance d'être parmi vous physiquement et on avait échangé avec Eric sur un contexte qu'est le quoique. On parlait du data center et je pense que Fabien en reparlera tout à l'heure. Effectivement, de nombreuses recherches chez Gartner. Gartner ayant en tête qu'il y a un contexte recherche, ça vous connaissez. Moi, je suis ce qu'on appelle un executive partner de mes clients, un certain nombre. Donc, ce que je vais me permettre, c'est de vous sortir quelques chiffres, effectivement, comme Gilles l'a mentionné, de la recherche. Aujourd'hui, les talents et la recherche des talents dans le monde de ce qu'on appelle de l'IT et du digital reste une course effrénée au niveau mondial et la France n'est pas épargnée par le sujet. Rosietta nous en reparlera sans doute, puisque il y a à peu près 670 rôles dans l'IT et parmi ces 670 rôles, 41% des recherches concernent seulement 20 rôles. Donc les 20 rôles sont sans hésitation des rôles autour de l'analyse de la donnée et d'un certain nombre de sujets autour de cette intelligence à mieux connaître nos clients. Et ça, c'est un vrai sujet. Pour la peine, je vais faire une petite parenthèse avant d'aller attaquer justement pourquoi ces geeks sont si recherchés ou globalement pourquoi ces geeks peuvent intéresser ces fameux recrutements. J'aimerais quand même faire une petite parenthèse ou un petit clin d'œil à Eric, puisque effectivement green et geek c'est un oxymore, puisqu'à l'origine les geeks, et je me mets dans cette population pas forcément jeunes qui sont toujours geeks. Un oxymore, pourquoi? À l'origine des geeks, ça consomme sans retenue la technologie, en tout cas à l'origine, et comme le dit le site greenit.fr, il existe deux familles de green, les geeks qu'on considère comme green et qui se considèrent comme green et qui veulent utiliser la technologie pour mieux travailler et globalement moins consommer ou mieux consommer.
globalement, et pas que dans l'IT. Et puis on a ces fameux dark geeks qui sont ceux qui consomment peut-être avec beaucoup plus de frénésie. Pour revenir sur le marché du recrutement, au-delà des 41% de recrutement qui visent 20 profils, on sait que c'est green, l'engagement dans le développement durable, comme l'équilibre vie pro, vie perso, qui intéresse beaucoup plus les générations les plus jeunes, mais aussi ces fameux geeks dont je fais partie. Je vais me mettre dans cette population, puisqu'on note sensiblement que la partie qu'on appelle rewards et stabilité, globalement, tous les sujets autour de je veux bien gagner ma vie, ce qui est toujours important. Je veux avoir une stabilité dans mon emploi était un sujet d'importance et toujours un sujet d'importance pour ce qu'on appelle les nerds. Si on veut opposer les geeks et les nerds en face, c'est les gens qui aiment ces sujets de stabilité, se projeter, et ça dépend des cultures, se projeter sur une carrière relativement à moyen et long terme. Là où ces talents beaucoup plus stables recherchent justement ce côté reward stabilité pour quasiment 60% d'entre eux. 40% des fameux geeks recherchent ça, et les 60% autres, c'est l'équilibre vie pro et en même temps engagement dans le développement durable et le grance incarné de bout en bout par la société. On y reviendra, et je pense que un certain nombre de personnes. On y reviendra notamment avec Fabien de Google. Ouais. Exactement. Incarner cette promesse vis-à-vis de ces candidats est très très important. Car on retiendra aussi peut-être un chiffre. J'essaye, vous le savez, de garder quelques chiffres. Aujourd'hui, 91% des candidats arrêtent un processus de recrutement quand ils se rendent compte que la promesse de la marque, finalement employeur, quand ils passent un entretien, n'est pas incarnée par les gens qu'ils rencontrent au travers de leur parcours. 91%. Donc incarner comme finalement, j'allais dire, une relation de fournisseur à commerçant, ce qu'on appelle le B2C, incarner et traduire ça par des axes de marketing finalement vis-à-vis de ces candidats et en particulier vis-à-vis des greens est une action qu'on voit de plus en plus chez nos clients. Je le vois chez mes clients, je le vois au travers de ce qu'on voit sur la recherche, de réutiliser des vraies actions de relations consommateurs finalement vis-à-vis de ces fameux talents qu'on recherche tous. Et peut-être que ce travail à distance va permettre de les recruter un peu plus. Voilà Gilles. Alors merci Jean-Luc, c'était un très bon préambule à notre discussion. J'en profite pour vous dire que Annabelle d'ailleurs sur LinkedIn nous fait un petit coucou, mais vous pouvez aussi vous connecter au chat et poser vos questions, y compris à Jean-Luc qui va sortir de scène mais qui reste avec nous backstage et qui pourra répondre aussi à vos interrogations à partir du moment où vous nous posez à la fois vos commentaires ou questionnements dans cette petite colonne de chat. Et alors, merci Jean-Luc. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec Rosietta. Donc, je vais demander à Jean-Luc de descendre de scène et Rosietta de monter, de me rejoindre. À tout de suite, Jean-Luc, à tout à l'heure. Rosietta, donc, qui est responsable du développement RH pour Engie GBS. Bonjour Rosietta. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien, je vous remercie. J'espère qu'il en est de même pour vous. Eh ben, écoutez, moi ça va plutôt pas mal, merci. Et écoutez, vous avez entendu comme moi Jean-Luc, et je voulais que vous nous commentiez vous un petit peu par rapport à votre rôle d'opérationnel chez Engie, et que vous nous disiez ce que ces réflexions vous inspirent, et puis comment vous avez mis en place à la fois les process, les idées, les concepts pour essayer d'attirer cette population comme assez particulière, et puis pour les garder aussi. D'accord. Alors, je suis absolument alignée avec le discours de Jean-Luc sur cette population geek et green. Alors c'est vrai que pour illustrer cela, en fait, le NGIT s'est lancé en fait a lancé sa nouvelle campagne marque employeur qui est totalement axée en fait sur le green IT et en droite ligne avec la stratégie du groupe Engie en faveur de la transition énergétique. Alors comment ça se traduit en fait cette campagne marque employeur? Donc déjà au
niveau de nos enjeux, quels sont-ils? Donc nos enjeux, comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, c'est attirer, fidéliser en fait cette population qui est par définition volatile et compliquée à attirer, puisqu'on sait que la guerre des talents est engagée depuis déjà de nombreuses années dans le domaine de l'IT et du digital. Et donc nos enjeux majeurs étaient déjà de développer notre notoriété et de véhiculer l'image d'un employeur de référence dans l'écosystème d'Engie. C'était également d'attirer les meilleurs talents dont Engie IT a besoin pour porter cette stratégie de transition énergétique au profit du groupe Engie, avec des volumes de recrutement relativement importants. Mais il est également pour nous important de faire en sorte que nos collaborateurs soient nos premiers ambassadeurs à travers leur engagement et leur implication. Et puis le dernier point important, c'était également de développer notre visibilité et de pouvoir nous démarquer de nos concurrents dans ce contexte et dans cet écosystème très compliqué. Et donc cette stratégie marque employeur, en fait, quelle est-elle? Quatre points majeurs: fidéliser, associer, être innovant, représenter la filière IT du groupe, la filière IT digitale du groupe Engie à l'extérieur, mais aussi faire en sorte qu'on puisse attirer les meilleurs talents dans le domaine du digital et de l'IT pour le groupe Engie. Alors cette campagne, elle se traduit par un certain nombre d'outils de communication qui ont été développés pour nous permettre d'attirer notre cible à travers différents outils, des films, des interventions en présentiel auprès des étudiants. Alors en ce moment, c'est plutôt du digital comme on le fait ce matin, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir adresser notre cible à travers différents outils de communication, différents supports, de manière à ce qu'on puisse aussi leur montrer que le Green IT, ça n'est pas un vain mot, et ça se traduit aussi par des collaborateurs qui savent témoigner des projets par les équipes d'Engie IT au profit du groupe Engie dans le domaine du Green IT, justement pour les intéresser, puisque c'est aussi l'un des axes majeurs des candidats aujourd'hui, c'est de pouvoir aussi avoir un impact important sur l'évolution des ressources énergétiques pour demain. Et Monsieur Tâche, j'avais une question à ce stade. Les profils que vous recherchez, bon, sont des profils IT, et Jean-Luc vient de nous en dresser un peu le panorama. Enfin, c'est un panorama quand même assez vaste, hein, de profil. C'est pas juste un jeune homme blanc qui mange des pizzas et qui boit du coca toute la journée. Comment est-ce que parce que c'est des populations assez différentes, j'imagine, sous cette ombrelle IT. Comment est-ce que vous les catégorisez? Enfin, ça aussi, c'est un travail quand même en amont qui me paraît être assez fastidieux. Alors, certes, c'est un travail fastidieux, mais qui est absolument nécessaire, dans le sens où aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que de nous adapter à ces évolutions, nous adapter également à l'évolution du mode de fonctionnement des candidats. C'est la raison pour laquelle aussi nous avons opéré un virage à 180 degrés il y a quelques années, en 2017, pour justement adapter notre stratégie de sourcing et de recrutement pour adresser justement un panel le plus large possible de candidats. Évidemment que l'on s'adresse à des étudiants dans le domaine de l'alternance ou des stages de fin d'études par exemple, ou que l'on adresse des architectes cloud expérimentés ou d'autres experts de leur domaine, eh bien effectivement l'approche n'est pas la même, et donc nous avons dû nous adapter et adapter nos équipes à cela pour vraiment pouvoir balayer le panel le plus large possible, puisque Engie IT recrute des business analysts, des architectes, des chefs de projet, un panel assez large, des développeurs également, un panel assez large de profils IT. Pour vous donner une petite idée, en 2017, nous recrutions une trentaine de nouveaux collaborateurs par an, et depuis ces 2 dernières années, on est plutôt sur un trend de 140 à 150 nouveaux candidats embauchés pour Engie IT. Donc, ce qui est relativement conséquent. Et donc, vous voyez bien que avec l'augmentation exponentielle de ces chiffres, on a quasiment multiplié par 5 nos volumes de recrutement. Il était absolument nécessaire pour nous de nous adapter et d'aller là où on ne nous attendait pas, effectivement, sur des modes de communication, des modes d'adressage des candidats un peu différents. Justement, quand on parlait de ces fameux profils un peu particuliers, est-ce que vous voyez dans leur comportement l'évolution par rapport à leurs exigences, et notamment en termes
en termes d'environnement. Je vois que Adlan a l'air un peu énervé en disant que dans le chat en disant que Engie est une entreprise qui exploite du gaz naturel, donc forcément polluante. Justement, j'imagine que c'est aussi des questionnements auxquels vous devez répondre quand vous recevez vos candidats. Et qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, sur la question de la consommation, enfin de la consommation de l'énergie, évidemment, dans le domaine de l'IT, on peut être les premiers concernés par effectivement cette ultra consommation d'énergie, notamment à travers les data centers. Mais néanmoins, on a opéré depuis quelques années des choix stratégiques qui sont en faveur justement de la transition énergétique, justement pour faire en sorte que nos activités aient moins d'impact possible sur notre écosystème. Pour ce qui est d'NGIT plus particulièrement, puisque je ne vais pas parler des activités opérationnelles dans le gaz pour le groupe Engie, mais en tout cas pour ce qui est du domaine de l'IT et du digital, NGIT a lancé depuis quelque temps des projets pour justement sensibiliser les collaborateurs à l'utilisation de leur messagerie, faire en sorte que chacun soit conscient aussi de son impact, de son empreinte carbone. Et donc ça, ce sont des projets qui sont importants et qui sont menés justement dans ce sens-là pour accompagner la transition énergétique dans laquelle le groupe s'est engagé depuis quelques années. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu donc cet engagement vert que vous essayez de mettre en avant, est-ce que c'est devenu, vous avez l'impression vraiment une condition sine qua non de la part de ces populations-là, plus que chez d'autres? De plus en plus, on constate effectivement qu'un certain nombre de candidats sont très sensibles en fait à cet aspect dans les échanges, alors qu'ils soient jeunes ou moins jeunes hein, d'ailleurs, mais en effet, il est vrai que la proposition de valeur qui est faite aux candidats, ce qui est, pour eux, ce qui est important, ça n'est pas non seulement tout le package de rémunération ou d'avantages dont ils peuvent bénéficier, mais également quelles sont les actions, quels sont les projets qui sont engagés en faveur justement de la transition énergétique. Et ce qui les intéresse aussi, c'est clairement de travailler dans ces domaines dans ces domaines d'activité. Alors, j'aurais aimé poser la même question à Jean-Luc, si Jean-Luc peut revenir, peut nous rejoindre sur scène, qui nous parle un petit peu lui aussi des évolutions qu'il a pu observer de marché, et de voir si au-delà est-ce que ça transcende les secteurs, effectivement, quand on est une entreprise comme Engie, où on a effectivement cette image de groupe énergétique, forcément un peu plus polluant que les autres, comme le disait Adlan. Est-ce que Jean-Luc, vous observez, est-ce qu'on peut faire rentrer Jean-Luc sur scène? Est-ce que on observe ça à travers les différentes industries, à travers les différents secteurs? Cher Jean-Luc, vous êtes encore parmi nous, sinon on posera la question à notre ami. Me voilà tous. Non, je suis toujours là, Gilles. Effectivement, rapidement, sans surprise, effectivement, les grands qui attirent les talents sortis des écoles et des universités, je vais pas forcément citer les grandes, ça fera plaisir à Fabien, Google et d'autres, mais aussi des startups. Voilà, ça c'est sans hésitation. Et en l'occurrence, Engie travaille beaucoup avec des startups dans un écosystème, notamment il s'agit de parler de Smart City, de Smart Building, si je peux me permettre, Rosietta. Donc il y a des sujets, qu'Engie travaille fortement dans le monde du développement durable pour qu'on travaille mieux, pour qu'on vive mieux. Et en l'occurrence, moi j'ai souvenir il y a quelques années d'une société qui s'appelle McLean aux États-Unis, dans lequel beaucoup de grandes universités et grandes écoles voulaient être embauchées parce qu'ils avaient la perception que c'était une marque américaine qui travaillait énormément sur le développement durable, consommé sur les routes des pneus. Et ça, je pense que vous avez compris au travers de mon trait d'humour qu'il s'agissait de Michelin. Effectivement, les classements Great Place to Work à l'époque mettaient Michelin en avant, non seulement parce que ils avaient bien travaillé leur branding pour que les Américains considèrent presque que ce soit une marque américaine, et deux,
parce que durablement engagé dans le moins consommé. Et Dieu sait qu'aux États-Unis, le transport automobile est toujours d'importance, et vous le savez comme moi. Donc voilà, il y a effectivement engagement au développement durable ne veut pas dire forcément greenwashing. Donc il y a des sociétés font les unes et les autres, travaillent avec des startups et en elles-mêmes pour mieux travailler et s'impliquer beaucoup plus dans le développement durable. Voilà, Gilles, c'est ce qu'on voit fortement. J'avais mon micro coupé. Vous avez raison, on l'a entendu, Jean-Luc, et à travers ce que disait Rosietta également, on peut plus se permettre aujourd'hui de faire simplement dans le greenwashing. Il faut des actions très très concrètes, et presque une culture d'entreprise qui se dégage autour de ces thématiques-là. Et alors, c'est à ce stade qu'on va demander un petit peu l'avis de Fabien Viau, qui travaille chez Google. Et qui est en charge, Fabien, vous êtes en charge de toute la... Vous allez peut-être nous expliquer en 2 mots exactement ce que vous faites, mais vous êtes en gros en charge de tout ce qui est data center en Europe pour Google, ce qui est quand même un axe un peu clé dans la stratégie de Google, parce que si vous n'êtes plus là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de moteur de recherche, il n'y a plus de Gmail, il n'y a plus d'agenda Google, il n'y a plus de Maps. Et donc c'est vous qui êtes en charge de toutes ces infrastructures, qui est un petit peu au cœur aussi de pas mal de polémiques depuis quelque temps, puisque on dit que voilà, l'IT, c'est les data centers, l'analyse de la donnée, c'est l'intelligence artificielle, c'est bien beau tout ça, mais derrière tout ça, il y a effectivement d'énormes fermes de serveurs qui font tourner, qui malaxent cette donnée, et qui sont extrêmement énergivores. Alors, et nous expliquer un petit peu comment vous traitez ces problèmes-là. Vous allez nous dire un petit peu comme les commandants de bord d'Air France qui aussi ont réagi quand on leur disait que leurs avions polluaient, que finalement vous n'êtes pas peut-être pas aussi pollueur que ça. Après, je vais vous laisser parler vous-même de ces thèmes-là. Bonjour à tous. Oui, il y a en effet un questionnement, et c'est tout à fait normal de questionner la chose, et c'est important que les entreprises comme la nôtre puissent y répondre. On n'entend pas très bien, Fabien. Est-ce que je pense que votre micro est mal positionné. Voilà. Bon, je vais le faire comme ça. Je dis c'est tout à fait normal qu'on ait ce questionnement, et c'est à nous d'y répondre. Alors tout d'abord, Google, donc on a des activités en forte croissance, et on a donc ce qui génère la création de nombreux emplois, comme ça a déjà été dit, autour de l'intelligence artificielle, mais le cloud aussi, et tout le digital en général. Donc nous, on confirme, du point de vue de Google, le besoin des candidats, donc l'importance du sujet éco-responsabilité, la quête de sens. Donc même une entreprise comme la nôtre, une marque comme la nôtre, on voit tout à fait ça au jour le jour. Les candidats cherchent à la fois un employeur engagé et qui leur permettra de s'engager. Et je pense que là, il y a une distinction une composante qui est intéressante et qui est importante. Donc après, c'est comme ça a déjà été dit aussi, c'est pas que pour attirer les candidats, où la question se pose, c'est aussi pour les motiver au jour le jour, et pour les retenir. Car on voit que les candidats, s'ils ne prouvent pas, si les employés ne voient pas ce qu'ils recherchent dans les entreprises, ils ne vont pas hésiter à aller ailleurs. Et comme il y a cette guerre des talents, de toute façon, s'ils ont de toute façon le bon cursus, la bonne formation, la bonne expérience, ils vont retrouver d'autres emplois ailleurs. Donc, une fois cela étant dit, voilà, quelle est notre réponse chez Google, quelle est notre approche, et comment répond-on au questionnement que vous venez de citer, et comment on incarne cette entreprise comme cela a été dit auparavant. Alors tout d'abord, nous, c'est au niveau de la mission. Déjà, donc la mission de Google d'organiser l'information et la rendre accessible de façon universelle. On a rajouté depuis quelques années une composante de durabilité. L'idée, c'est d'intégrer la durabilité dans tout ce que nous faisons. Alors c'est une belle chose déjà de le dire, mais on le dit dès le début. Après, pour incarner cette mission, il faut des actions.
Justement, Fabien, je vais revenir parce qu'il y a une question justement de Marie Bouvier là-dessus sur concrètement comment est-ce que vos activités, vous modifiez vos activités, votre façon de faire vos métiers pour modifier l'impact que vous pouvez avoir. Vous avez commencé à le mentionner, effectivement que tout soit plus durable, moins énergivore. Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 exemples? Tout à fait. Alors la première chose, c'est on a des services digitaux qui sont énergivores. Hein, il y a un constat qui est là. L'idée, c'est de consommer le moins possible. Donc, on a des data centers qui vont être très très efficaces. On met des algorithmes de machine learning pour améliorer l'efficacité, ce que les humains ne pourraient pas faire. L'algorithme arrive à gagner en efficacité. On fait de la production d'énergie renouvelable en local, comme on a fait dans nos data centers en Belgique. On fait du zéro déchet. Donc tout ça, des petits éléments qui font que le data center doit être le moins énergivore possible et le plus respectueux de l'environnement. Cela étant dit, il y a quand même une empreinte qui est importante. Et depuis plus de 13 ans, Google est engagé à réduire cette empreinte. Donc la première chose, ça a été de compenser notre empreinte carbone, ce qu'on fait depuis 2007. Et après, on a décidé de faire des actions encore plus concrètes de développement de fermes éoliennes nouvelles, de fermes photovoltaïques nouvelles, pour injecter dans les réseaux des électrons, de l'électricité verte supplémentaire pour compenser notre consommation. Et au fur et à mesure des différents contrats qu'on a pu établir, des différents développements qu'on a pu faire, on a atteint 100% de compensation, c'est-à-dire que toute notre énergie que nous consommons dans tous nos data centers et tous nos bureaux, depuis 2017, nous injectons dans les réseaux, dans les réseaux électriques, de l'électricité verte en compensation. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Et là aussi, c'est quelque chose d'important pour tous les candidats, tous les talents. C'est que fait-on d'autre? Parce que là, on est en train de parler d'une compensation. Et donc, on fait des annonces très régulières. Et on a fait une annonce hier. On dit cette compensation est bien, mais il faut en faire encore mieux. Et nous venons d'annoncer que d'ici 2030, nous utiliserons de l'énergie non carbonée 24 heures sur 24. C'est un défi gigantesque, pour être honnête. C'est notre plus ambitieux engagement depuis notre création au niveau écologique, au niveau environnemental. Ça nécessitera des développements supplémentaires d'énergie renouvelable, ça nécessitera du stockage, ça nécessitera aussi de pouvoir faire fluctuer nos calculs en fonction du vent ou en fonction de la production d'énergie solaire. Ça nécessite plein de petites choses comme ça, mais le défi est tellement gigantesque pour nous, tellement important, que nous engageons à faire cela. Et oui, il va nous falloir 10 ans pour l'atteindre, puisque c'est très conséquent comme ambition. Fabien, ça veut dire, j'imagine, des nouveaux profils? Des nouveaux profils, on fait pas ça que par nous-mêmes, c'est-à-dire que nous établissons bien entendu l'ambition. Après, on ne devient pas énergéticien nous-mêmes. Hein. On a besoin des acteurs comme Engie et autres pour pouvoir faire ces développements. On a des pure players. Après, nous, en interne, bien entendu, on recrute des talents, entre autres, sur tout ce qui est intelligence artificielle, qui vont pouvoir développer ces algorithmes dont je vous parlais, qui améliorent l'efficacité et qui aussi améliorent la production des fermes d'énergie renouvelable, des fermes d'énergie solaire, puisqu'on a eu aussi quelques développements dans ce sens. Oui, allez-y, pardon, terminé. Donc, donc ça, c'est des activités concrètes. Et après, les talents cherchent aussi. Donc, il faut la mission, il faut l'engagement, il faut l'ambition, il faut des actions très concrètes. Donc, nous, on a la chance d'avoir un track record et en plus une ambition, donc on veut encore faire mieux. Après, chez nous, il y a une culture de la transparence.
qui est très importante, puisque il nous faut, depuis le début, quand Larry et Sergey ont créé l'entreprise, ils se sont mis devant les salariés de façon très fréquente, accessibilité des dirigeants, accessibilité des données, et aujourd'hui ça continue, même si la taille a beaucoup évolué. On a cette culture de la transparence qui aussi est un garde-fou, puisque les salariés peuvent poser des questions, peuvent challenger les ambitions, challenger les actions, et ça nous oblige donc d'une à une sincérité, bien entendu pas de greenwashing comme on a dit, puisque ça ne marcherait pas, ça serait de toute façon très vite perçu et un retour de bâton très violent, j'imagine, et ça oblige à la sincérité, à l'humilité, surtout face aux défis, hein, puisque le défi dont on parle sont encore une fois très très importants et c'est pas ils sont pas simples à relever. Et dans cette culture d'entreprise de la transparence, il y a aussi l'engagement des salariés. Et donc nous on propose aux salariés de s'engager au quotidien dans différentes actions. Donc à la fois des grands projets, donc il y a des talents qui vont pouvoir faire ça comme un métier à 100%. Et sinon on a aussi beaucoup de projets de 20% où les différents salariés vont pouvoir utiliser jusqu'à 20% de leur temps dans des actions de leur choix qui correspondent aussi aux ambitions de l'entreprise et entre autres là sur tout ce qui va être green. C'est fléché. Est-ce que Google flèche quand même un petit peu ces activités, ces fameux 20%? Est-ce que vous les encouragez? J'imagine que c'est plus dans le domaine associatif que créer sa start-up dans son coin, ou comment ça fonctionne? Il y a beaucoup de choses associatives, il y a beaucoup de choses au niveau de la communauté, mais on le voit, on l'a vu dans le bureau de Paris, par exemple, pour des initiatives vraiment écologiques, pour que le bureau soit mieux géré, puisque il y avait des choses que les salariés trouvaient sous-optimales, et au final les salariés ont dû s'impliquer eux-mêmes, et il y a certaines personnes qui ont donc décidé de s'investir plusieurs heures par semaine, au moins pendant plusieurs mois, pour faire changer les choses. Donc chez Google, parce que c'est vrai, qui connaît le siège de Google à Paris ou le siège de Google dans la Silicon Valley, on connaît la réputation de l'entreprise qui prend grand soin de ses salariés, les cafétérias, Voilà, ça va dans plein de petites choses, puisque derrière, on peut faire des grands développements éoliens, et c'est très bien, et ça a un très bel impact, hein, et très conséquent. Et à la fois, au quotidien, c'est quel type de nourriture est servie en restauration, quels sont les matériaux utilisés, quelle est l'efficacité de la clim dans le bureau. C'est plein de petites choses, puisqu'au final, c'est toute la société qu'il nous faut transformer. Donc c'est le zéro plastique dans les bâtiments Google, ou comment ça? C'est beaucoup moins de plastique, oui, au niveau des bouteilles en plastique par exemple, et des choses. Après zéro plastique, voilà, l'ambition est ça reste toujours très compliqué, même chez nous, de se retrouver dans un bureau où il y a zéro plastique. Donc, j'irai pas jusqu'à établir ça. Donc, juste pour moi, ce que je retiens, c'est que donc le défi est quotidien, hein, de toute façon, et l'idée, c'est que l'entreprise a ce défi, mais le partage avec ses équipes. Et je pense que les talents cherchent une entreprise qui a une ambition. Si elle a un track record, c'est peut-être même pas mal du tout quand même, mais aussi qui va leur permettre de contribuer au quotidien. Et on trouve ça aussi chez nos clients. Quand on parle de nos clients, par exemple, dans le cloud, et quand on parle de leur transformation, eux aussi cherchent à attirer les talents, à retenir les talents, et donc on a de plus en plus ces discussions avec nos clients eux-mêmes. Alors, justement, je vais vous poser une question un peu indiscrète, mais est-ce que vous avez déjà eu certains de membres de vos équipes qui décidaient de partir pour une start-up en se disant, moi, les grands groupes, c'est plus ma tasse de thé, qui vous parlent de raison d'être, qui disent, ben voilà, je vais aller travailler dans une start-up? Je n'ai pas d'exemple en tête, mais certainement, j'imagine. Alors on va poser la même question inversée à Olivier Binet de Carrosse, parce que lui a monté sa start-up il y a quelques années. Merci Fabien, on aura peut-être l'occasion de se reparler. En tout cas, merci pour votre témoignage.
Et je vais demander à Olivier Binet de nous rejoindre et de nous raconter lui un petit peu son expérience. Bonjour Olivier, comment ça va? Bonjour Gilles, bonjour à tous. Très bien, merci. Donc vous avez créé Caros qui facilite le covoiturage, donc une très belle initiative. Là pour le coup, vous êtes par nature, en tout cas, vous avez une raison d'être et vous avez une image plutôt verte. Mais vous être une start-up à Paris, donc on arrive quand même à trouver des talents à Paris, mais Fabien nous le disait, il faut c'est de plus en plus compétitif ce marché de l'emploi, notamment sur que ce soit des ingénieurs, des hommes ou des femmes de marketing. Comment est-ce que vous arrivez à trouver votre bonheur finalement au milieu de tous ces poids lourds qui rivalisent d'imagination, de créativité pour arriver tout en haut des classements Great Place to Work? Et comment est-ce que vous faites en sorte d'attirer ces fameux green geeks, ou green ou pas green d'ailleurs, enfin à vous de nous dire comment ça fonctionne. C'est vrai que chez Caros, comme vous l'avez dit, on a la chance d'avoir une mission, notre ADN, ce qu'on fait tous les jours, et je crois essentiellement green, et effectivement tourné vers la transition écologique. Je vais peut-être rappeler très rapidement ce que fait Caros, puisque je n'ai pas la prétention de penser que tout le monde nous connaît. Notre mission, c'est de transformer les sièges libres des véhicules individuels, votre véhicule, le mien, quand on va travailler, en une forme de réseau de transport collectif en dehors des centres urbains, pour mieux se déplacer dans les zones dites périurbaines et rurales, en faisant du covoiturage sur des trajets de 18 km en moyenne. Et donc évidemment, en se déplaçant mieux et en mutualisant ces véhicules, on réduit tout simplement le nombre de véhicules en circulation, et nos utilisateurs ont déjà permis d'éviter à peu près 3000 tonnes d'émissions de CO2 jusqu'ici. Donc oui, on a cette chance-là d'avoir une mission qui est éminemment green, mais comme vous l'avez dit, on a besoin de recruter beaucoup de personnes, beaucoup de talents de haut niveau dans le domaine de l'intelligence artificielle, du big data, pour pouvoir mener cette mission. Ça peut paraître assez lointain du covoiturage, la mission de développer des technologies d'IA notamment. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir mettre en relation des gens sur des trajets quotidiens avec une extrême précision et pour fluidifier cette mise en relation et l'optimiser pour faire en sorte de pouvoir covoiturer avec des gens différents en fonction des heures, en fonction des jours, on a besoin de parfaitement comprendre les habitudes de mobilité de nos utilisateurs et d'anticiper leurs trajets et d'optimiser la mise en relation. Et donc pour ça, sur notre équipe de 40 personnes, on a à peu près la moitié, 20 personnes qui travaillent dans les domaines scientifiques et technologiques. Et donc, on a un énorme enjeu de recrutement dans ce domaine-là, comme dans d'autres, et notamment dans ce domaine-là qui est très tendu. Et effectivement, face à des mastodontes, des grosses entreprises comme Criteo, typiquement, qui est un leader mondial de l'IA, d'où vient notamment mon associé, mais aussi les GAFA, qui aujourd'hui ont monté beaucoup de labos d'IA à Paris, je pense notamment à Facebook qui recrute de manière très significative, avec pour tous des conditions salariales très avantageuses, des avantages autour du salaire très importants, et puis il faut jamais l'oublier, beaucoup de users, je pense si on va travailler chez Facebook, chez Google ou ailleurs, des end users qui sont évidemment, c'est très important quand on est développeur de se dire qu'on va avoir un impact quand on travaille avec autant de gens quand on travaille sur un produit qui va être dans les mains d'autant de personnes, et puis aussi beaucoup de data. Et un data scientist, son métier est d'autant plus passionnant qu'il a énormément de données à traiter. Donc dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on recrute des data scientists de haut niveau, des docteurs en mathématiques, comme on a réussi à le faire jusqu'ici? Notre chance et notre mission. Parce qu'en fait, on voit de plus en plus que on vient toquer à notre porte avec des candidatures spontanées notamment, avec des gens qui disent de toute façon c'est un prérequis pour moi de travailler dans une entreprise qui a un impact. Alors évidemment il faut leur proposer des vrais challenges de R&D, évidemment il faut leur proposer des vrais challenges technologiques. Il n'est pas question pour eux de venir dans une entreprise qui n'a que de l'impact, mais ils ont clairement deux prérequis. Il faut travailler dans une équipe de haut niveau avec des challenges de R&D très importants. Mais en tout cas, pour tous ceux qui sont chez nous, et je pense que
je souscris complètement au tableau qu'a dressé Jean-Luc Coinon au début de notre réunion. Probablement une large majorité maintenant de cette population de geeks, entre guillemets, de tech, cherche aujourd'hui à avoir un impact majeur. Et ça, c'est très intéressant puisque ça nous permet aussi de mieux manager les équipes et d'avoir un vrai impact business. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un scientifique ou un technologique, un employé technologique, un collaborateur qui travaille spécifiquement et uniquement en chambre sur des algorithmes. À partir du moment où un data scientist regarde le tableau du nombre de covoiturages, qui est notre indicateur le plus important dans l'entreprise, tous les jours en arrivant au bureau, parce que son ADN est le même que le nôtre, c'est-à-dire qu'il souhaite le développement du covoiturage à grande échelle parce qu'il sait qu'à chaque fois qu'il y a un chiffre supplémentaire qui apparaît, qui incrémente sur le tableau, c'est du CO2 en moins, c'est de la pollution locale en moins, c'est de la convivialité en plus, etc. aussi. Du coup, on arrive à relier des choses qui peuvent être lointaines du business, comme développer un algorithme d'optimisation de prise en charge et de dépose de passagers aux meilleurs endroits possibles, on arrive à le relier à finalement notre KPI essentiel, qui est le développement du nombre de covoiturages. Olivier, comment est-ce que vous vous faites connaître, justement, petite start-up? Enfin, on commence à connaître un peu le nom de Caros, mais par rapport aux rouleaux compresseurs, notamment dans le digital, qui sont très présents aussi à Paris. On parle vous n'avez pas mentionné Facebook, Google, Samsung, tous ces gens-là ouvrent des gros labos à Paris. Comment est-ce que vous faites la différence? Alors, on cherche à faire la différence grâce à la mission que je viens d'évoquer, mais aussi grâce au challenge technologique qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est également très intéressant. Après, pour se faire connaître, évidemment, on a relativement moins de moyens. Se faire connaître, c'est tout simplement être sur une conférence comme celle d'aujourd'hui. Se faire connaître, c'est aussi être à beaucoup de conférences scientifiques et technologiques pour faire réaliser à de potentiels candidats et à l'écosystème, notamment l'écosystème data science parisien, qu'on a des challenges technologiques vraiment importants chez Caros. Qu'on commence à avoir beaucoup de data, je l'évoquais, puisqu'on a un peu plus de 800 000 utilisateurs maintenant. Et donc, il y a des choses tout à fait passionnantes à faire d'un point de vue technologique. Et ensuite, puisque notre ADN est green, je crois qu'il transpire dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on dit. Et donc, j'espère qu'à ce moment-là, on arrive à matcher les deux, qui sont les deux prérequis que j'ai évoqués. Mais effectivement, il faut être le plus possible dehors, il faut sortir des papiers de recherche. On participe aussi beaucoup à des papiers de recherche. On travaille sur dans le cadre de consortiums aussi, et notamment en partenariat avec la recherche publique. C'est des investissements qu'on fait pour pouvoir montrer qu'on est en train de répondre à des challenges passionnants, et notamment sur des enjeux passionnants également pour l'avenir. Et comment est-ce que vous avez répondu et traversé cette crise sanitaire et le confinement? Parce que plus de voitures, plus de covoiturage, plus de carrosses. Donc, comment est-ce que vous avez traversé ce moment un peu compliqué et continuer à motiver vos équipes, notamment les équipes digitales? Alors, on est convaincu que les grandes tendances de fond, on est sur un méga trend qui est celui de la transition écologique. Donc finalement, on a vécu la crise un peu comme tous ceux qui sont dans la transition écologique, en entendant deux sons de cloche. D'une part, notamment des discours gouvernementaux très volontaristes qui disent la crise sanitaire ne doit pas avoir d'impact sur le mouvement de la transition écologique. Et puis en parallèle, beaucoup de gens qui, notamment des entreprises clientes ou des collectivités clientes de Caros, on développe des solutions pour les grandes collectivités et les grandes entreprises, qui nous ont dit il y a moins de budget, il y a plus de difficultés, ces sujets de transition écologique ne peuvent plus être en haut de l'agenda. Donc moi, je suis convaincu qu'on reste sur un méga trend. C'est comme ça qu'on continue de motiver nos équipes, qu'il faut réussir au-delà du long terme, il faut réussir à leur montrer qu'on va pouvoir rattraper notre courbe de croissance dès le court à moyen terme. C'est en cours, puisque les gens retournent de plus en plus au travail en présentiel, heureusement. Mais je peux vous donner une statistique que je pense intéressante, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 45% de nos utilisateurs qui ont remis les pieds au travail. Seulement depuis la fin du confinement, dans la mesure où on travaille beaucoup pour des grands groupes
et les grands groupes pour l'instant restent assez prudents, et notamment pour les populations de col blanc qui ne sont pas obligées de retourner au travail. Si on veut faire le lien avec la conférence, l'objet précis de la conférence de ce matin sur la motivation et comment retenir des populations tech, j'évoquais le sujet du volume de data qui est capital, et vous touchez du doigt un point crucial, c'est que si notre marché ne repart pas à court moyen terme, nous n'aurons pas les mêmes volumes de data, et donc nos techs ne vont pas pouvoir s'éclater, si vous me permettez l'expression, autant qu'auparavant, et donc risqueraient effectivement de s'ennuyer. Et donc ça, c'est des enjeux qui sont évidemment cruciaux pour nous et sur lesquels on est très attentif. Et il faudra qu'on trouve des solutions alternatives si on n'arrive pas, d'ici Noël, à revenir sur des volumes de données qui sont similaires à ceux qu'on a connus avant la mi-mars. Alors j'avais une dernière petite question et à laquelle d'ailleurs peut-être que Jean-Luc peut nous rejoindre. J'avais envie de l'entendre aussi sur le sujet. Vous l'avez dit, Olivier, beaucoup, plus de la moitié de vos clients travaillent depuis chez eux, depuis la maison. On parle beaucoup de l'engagement du corporate, des entreprises, de l'employeur, mais qu'en est-il aussi de l'engagement écolo, green de ces salariés digitaux? Quels sont les bons réflexes? Quelle est leur empreinte d'ailleurs, au-delà de l'entreprise, de leur travail? Quelle est leur empreinte digitale et quels sont les bons réflexes à avoir, Jean-Luc? Quelques chiffres là-dessus aussi. Ouais, c'est une bonne question. J'ai les chiffres et encore une fois, il y en a un peu chez Gartner, il y en a un peu chez climatecare.org, il y en a un peu chez greenIT.fr. Je suis désolé, je fais un peu la pub de ceux qui justement vous avez raison. Et comme le disait très très bien Olivier, il faut avoir des KPI pour mesurer son impact. Et pour rappel à tout le monde, 34 milliards d'objets sont dans nos mains, tous, là, sur la population mondiale. Donc, le vrai sujet, j'ai vu une question de Marie Bouvier, je crois, sur qu'est-ce qu'on peut changer. Déjà, nous, on peut changer en consommant mieux et moins. Pour 60% de notre empreinte, c'est 1,7 kg de CO2 par an, chaque utilisateur. Et 60% de notre empreinte, c'est tous les objets qu'on a autour de nous, et je pense qu'il y a eu une croissance significative du dark geek en nous tous pour consommer beaucoup plus. Donc voilà, réduire le plus possible notre consommation, un peu comme ce qu'on fait en allant acheter de plus en plus des noix, des cacahuètes ou de la lessive dans des sachets de moins en moins, dans des trucs en plastique. Voilà, c'est faut apprendre à mieux consommer l'IT. Et pour autant, apprendre à le partager aussi à l'échelle de la planète. Parce qu'on sait très bien que le grand continent de demain, ça reste toujours l'Afrique, par exemple. Donc voilà, c'est apprendre à mieux consommer. Je reviens, et Fabien, les data centers, finalement, ce n'est que 17% de l'empreinte IT au niveau mondial. Le réseau, 20%. Donc si on regarde globalement l'Internet, avec ses gros centres de données, plus ou moins gros d'ailleurs au passage, ce n'est que 37%, 37 à 40%. Alors, gardons en tête, mieux consommer, moins consommer. Et oui, ça rejoint également la promesse d'Olivier avec ses équipes, qui est, en l'occurrence, consommer moins de voitures. C'est une bonne idée, mais la voiture n'est pas seulement le seul pollueur. 21% de la pollution mondiale en CO2, c'est l'IT, dont 60% de machins qui sont dans nos mains ou autour de nous. Eh bien voilà, merci pour ces précisions chiffrées, Jean-Luc. Et merci à vous, Olivier, également. Et écoutez, ça va être le tour d'Éric Orsena, le moment Orsena que vous attendiez tous, le voilà. On attend qu'Éric nous rejoigne. Comment allez-vous, Éric? Mais je vais très bien, d'autant plus que j'allais bien avant, mais là c'était tout à fait passionnant. De mieux en mieux alors. Oui, de mieux en mieux. De mieux en mieux parce que par rapport à ce que j'ai connu, moi, dans la croissance, la croissance folle, au fond, ce que nous vivons en ce moment, c'est quand même beaucoup plus intelligent. Beaucoup plus intelligent parce que on se remet en cause avec des questions toutes simples, énormes mais concrètes. À quoi sert une entreprise et qu'est-ce que la vie? J'ai vécu un moment où Engie achetait un certain nombre de startups. Et c'était intéressant parce qu'on voyait bien pourquoi les gens vendaient leurs startups. Parce que comme ça, ils avaient de l'argent et puis ils avaient un peu de stabilité. Mais le risque, c'était d'étouffer la start-up. À peine la start-up était devenue une business unit que elle donnait plus rien. Donc, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on garde de la vitalité
en achetant. Donc ça, c'était tout à fait passionnant. L'autre question, c'est la question de la vie. C'est-à-dire, quelle est l'articulation? Est-ce qu'il faut travailler tout le temps? Est-ce qu'il faut accumuler de l'argent? Ou est-ce qu'il faut rien faire du tout de l'autre côté? Et on sait bien qu'il y a une certaine remise en cause de l'effort dans notre société. Et on dit, on va s'éclater et le loisir. Là, comment peut-on imaginer une société dans laquelle le loisir serait le moteur? C'est l'inverse, évidemment, qui se passe. Et c'est assez marrant, d'ailleurs, de voir des gens de gauche dire que le loisir, c'est la bonne solution. On le voit d'ailleurs dans les pratiques de la culture, où on consomme, c'est-à-dire on prend des séries, on avale des séries, et on a de moins en moins de lecture, de moins en moins de pratiques de la musique, de moins en moins de pratiques du théâtre, c'est-à-dire on consomme. Alors ça m'a énormément frappé ce que j'ai entendu. Premièrement, la question de la promesse. Parce que le greenwashing, c'est une sorte de fausse promesse. Alors il y en a de moins en moins parce que les sociétés sont obligées à la transparence. Donc il y a la question de cette remise en cause et puis il y a la question aussi de la promesse. La promesse, c'est qu'est-ce que c'est une stabilité de l'emploi? Et on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a une fusion, par exemple, on a promis des tas de choses avec General Electric et on vire les gens. On voit ce qui s'est passé avec Nokia, etc., etc. Donc, c'est quoi cette promesse de stabilité? Elle est fausse. Et c'est quoi cette promesse aussi de rémunération? Parce que qu'est-ce que c'est que les grands groupes, ils promettent quoi? Et on retrouve ce grand débat gaulliste sur une sorte d'humanisation et de relance de l'énergie dans l'entreprise qu'on appelait la participation. Donc la question, elle est là, c'est-à-dire les gens vont venir dans l'entreprise. Est-ce que le projet de l'entreprise est le leur? Ou est-ce qu'ils ne vont pas être embérificotés par des tas de promesses? Et d'autre part, comment est-ce qu'ils seront rémunérés? Il y a un deuxième point, moi, qui me passionne, parce qu'il se trouve que j'adore le foot et que je suis un footballeur manqué et que l'entraîneur à 13 ans m'a dit que j'étais nul et que voilà. Donc j'ai été écrivain parce que je ne suis pas footballeur. Donc c'est la même chose, la question des talents. Alors, à la question des talents, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a une inégalité formidable des talents, parce qu'on a beau être formé, mais à un moment donné, il y a un petit quelque chose, comme en foot, comme en musique, on a ce talent ou on ne l'a pas. Donc, ceux qui n'ont pas ce talent, bah, qu'est-ce qu'ils font dans un monde où on privilégie tellement le talent, premièrement, et deuxièmement, est-ce que le talent, il va durer dans le temps? Parce qu'on est dans une société, notamment dans les grands groupes, vous avez des rentes. Si vous avez été bon en maths à 20 ans, vous entrez dans un grand corps de l'État et après toute votre vie, vous serez rentier de cette situation-là qui est juste fondée sur votre capacité à être assez habile dans les équations à l'âge de 20 ans. Donc comment on remet en cause? Comment le talent durer? Je vois très bien cette situation pour moi en tant qu'écrivain, parce que toute ma vie, j'étais d'un côté au Conseil d'État, où j'étais protégé, il fallait une loi pour me virer, et à chaque fois que je publiais un livre, il y avait des kalachnikovs qui m'attendaient, donc j'étais à la fois dans le statutaire absolu et dans la sauvagerie totale. Donc ce qui me passionne, moi, dans ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'on appelle les entreprises à mission. Toute entreprise devrait être une entreprise à mission. Et lié à ça, quels sont les gens qui peuvent participer à cette mission? Et ceux qui n'ont pas de talent, on en fait quoi? Comment est-ce qu'on forme? Et comment est-ce qu'on continue à former? Et comment on continue à donner à tous ces gens une sorte de challenge, vive ce titre, qui permet d'être sans arrêt le meilleur de soi-même, même quand on a depuis longtemps dépassé l'âge pivot de la retraite, ce qui est mon cas. Eh bien, merci Eric. Enfin, en tout cas, je me permettrai de dire que vous êtes toujours extrêmement actif. En témoigne cet ouvrage qui sort demain, il me semble, Eric. C'est l'unité de la vie, c'est-à-dire c'est les rapports entre les êtres humains et les animaux. Nous avons toujours considéré que nous étions les maîtres absolus de la planète. Eh bien, pas du tout. Notre planète est une planète d'associés. Et quand l'associé, qui se trouve être majoritaire, eh bien, c'est-à-dire les virus, eh bien, il dit, mais moi aussi j'ai ma place
dans l'entièreté du vivant, eh bien, il faut qu'on lui fasse une place. Donc, ça m'intéresse dans toutes les bagarres entre actionnaires. N'oublions pas les actionnaires, surtout s'ils sont majoritaires, et j'appelle ça, je veux dire, les animaux. Voilà, eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Eric, pour votre contribution. C'est toujours passionnant de vous entendre. Très sympa. Et ben écoutez, pour terminer, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Je vais demander à tous les invités de me rejoindre sur la scène pour un dernier salut. Ouais, à mesure. Merci Rosetta, merci Olivier, merci Fabien, merci Eric et merci Jean-Luc. Ben écoutez, restez en forme, prenez soin de vous. Et puis rendez-vous, je l'espère, très prochainement pour un nouveau réveil digital à 9h30. Passez une belle journée et à très bientôt. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Merci.